Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Arash Rafi. Il est CEO et fondateur de Sai NFT. Alors, je suis très heureux de le recevoir parce que c'est la première fois que j'accueille un médecin qui lance un projet Web3 et donc il va nous expliquer aujourd'hui en quoi son projet est utile à la recherche et à la science en général. Comment tu vas, Arash? Super, mais, très bien, merci de me recevoir. Et puis c'est la première fois que je fais aussi un podcast tech, et donc moi aussi je sors un peu de mes sentiers battus. Et je suis très heureux aussi d'aller à la rencontre d'une nouvelle communauté. Excellent, on va passer un bon moment comme d'habitude, j'en doute pas. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, les auditeurs ont l'habitude. Est-ce que tu peux me dire voilà ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3? Parcours très classique de chirurgien en gynécologie et en cancérologie, puis aussi une spécialisation en génétique. Donc j'avais une activité mixte qui était autour de la chirurgie en cancéro-gynécologique et d'un côté, et de la médecine préventive et de la médecine prédictive avec la génétique dans le cancéro, et qui m'avait poussé à pas mal m'intéresser au développement technologique dans les années 2000 à 2015. J'étais assez passionné de techno, on avait beaucoup de ressources Web 2 en génétique notamment, etc. Et beaucoup de discussions autour du partage de connaissances entre les différents médecins, etc. Et puis du coup, j'avais commencé vers la fin des années, enfin au début, avant le Covid, j'avais quelques projets tech avec des plateformes web pour la diffusion du savoir en génétique, et donc le Web3 s'est un petit peu imposé un peu naturellement au décours de ce parcours. Ce que je voulais te demander aussi, c'est du coup, est-ce que ce projet Sai NFT est ton premier projet entrepreneurial ou est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de mener d'autres projets? Alors non, j'ai fait beaucoup de projets entrepreneuriales dans ma vie. Ça a commencé, le premier, c'était une boîte pour vendre du vin. J'étais jeune interne, j'étais étudiant, mais on avait fini par boire la moitié du stock nous-mêmes. Donc c'est un projet qui a échoué pour mauvaise gestion du stock. Et puis avant le Covid, j'avais aussi lancé un projet d'une app, d'un réseau social qui avait comme but d'être très partage avec un système de follow qui était plus ou moins où tu subventionnais la personne que tu followais pour 1 dollar. En gros, c'est un Instagram où pour suivre quelqu'un, tu lui donnais 1 dollar. L'argent était distribué entre la personne et la plateforme. Et la plateforme remettait une partie de l'argent en jeu. C'est une app, donc ça m'a permis d'apprendre à créer une app et à travailler avec des équipes tech, que c'est pas quelque chose que je faisais. On a développé une app qui était assez complexe puisqu'il y avait tout un système de paiement, un système de redistribution d'argent quand les gens gagnaient des jeux, etc. Avec une distribution entre la personne et ses followers. Et puis après, avec le Covid, on n'a pas eu les moyens. Et j'avais pas fait de levée d'argent. À l'époque, j'avais fait une erreur assez de débutant. J'avais un peu de fonds et un ami, moi, qui suivait le projet. Donc, on avait un peu fait ça en fonds propres. Et moi, je pensais que quand l'idée est bonne, en fait, les gens s'en emparent. Parce que là, donc, l'idée, franchement, de l'app, c'était qu'on donnait de l'argent. Il y a des gens, sur les 1000 premiers utilisateurs, il y en a qui ont gagné des sommes assez suffisantes pour partir en vacances au ski, etc., etc. Et en fait, on s'est heurté au fait que aujourd'hui, je pense qu'en tech, on peut avoir la meilleure idée du monde. Ce qui compte, c'est pas tellement la réalisation du projet. Et j'avais mis un peu trop de temps là-dessus, donc c'est vraiment une erreur de laquelle j'ai appris. Et puis à ceux qui nous écoutent, je dirais voilà, il faut vraiment aller très vite vers le MVP et chercher la perfection. C'est pas forcément la bonne idée au début. Et puis surtout, il faut vraiment avoir de quoi lancer des projets. C'est le lancement du projet est vraiment une phase qui est souvent négligée. Les gens se concentrent beaucoup sur le projet lui-même ou l'infrastructure du projet, mais bon, je pense que le vrai effort à mettre aujourd'hui pour pouvoir parler de product market fit,
pour pouvoir tester son produit, c'est d'avoir un peu d'envergure pour pouvoir lancer le projet. Donc c'est un projet qui m'a pris 3 ans, qui m'a permis d'apprendre énormément sur comment construire un projet, comment construire une techno, etc. Ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de trucs sur la psychologie de l'internet, du web 2. C'est quoi les outils de rétention, comment les gens manipulent la dopamine et tout ça. Et donc euh, et ça m'a permis vraiment de me mettre dedans. Et puis voilà, donc c'est pas un échec, je le vois vraiment personnellement comme un investissement. L'art est toujours vivante. Et puis quand on aura le temps ou l'envie, on va sûrement relancer ce projet. Je suis très concerné moi par les inégalités parce que je fais beaucoup de médecine humanitaire, etc. Et je trouve qu'en fait aujourd'hui les créateurs de contenu, etc. et les utilisateurs, hein, les consommateurs qui font la valeur de ces plateformes ne tire aucun bénéfice de ces plateformes. Il y a donc que ça soit des réseaux sociaux, etc. On parle de milliards et il y a une redistribution qui est excessivement faible vers les créateurs déjà et une redistribution inexistante vers les utilisateurs. Donc voilà. Donc je pense que ça, il y a des gens, ça sera peut-être pas nous, hein, mais je pense que ça va être quelque chose qui va probablement être disrupté dans les prochaines années. Il y a pas mal de gens qui ont essayé avec le Web3, hein, le Hopi ou d'autres réseaux comme ça, où ils voulaient faire des réseaux sociaux avec des cryptos, etc. C'est très dur d'aller prendre du marché aujourd'hui là-dessus. Mais je pense que ça va venir. Moi, ça m'a servi vraiment d'un superbe apprentissage. Et c'était déjà un esprit Web3. Hein. On avait déjà un esprit décentralisation, redonner le contrôle aux gens, etc. Et donc, quelque part, le shift à un NFT a été assez naturel dans ce cadre-là. Et puis, Ok. ça m'a permis aussi, si je peux juste ajouter un truc, Romain, excuse-moi, je t'interromps, mais ça m'a permis d'avoir une grosse veille technologique. C'est-à-dire que ça m'a permis d'être là, de lire plein de trucs toute la journée. C'était mon plus gros projet. J'avais monté aussi une boîte pour faire de la génétique avant. Trois, quatre projets, entre 40 et 50 ans, j'ai fait trois, quatre petits projets comme ça, etc. Si je fais juste conclure là-dessus, je pense qu'il faut oser, quoi. Tous les jeunes qui t'écoutent, les plus âgés qui t'écoutent, il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, bah, j'étais médecin jusqu'à 40 ans pur, et puis après, j'ai eu envie de créer des choses, et il faut pas hésiter à s'exprimer, à créer, etc. Et je pense que les clés de réussite, elles sont assez simples. Il faut trouver les bons partenaires, c'est souvent ça. Maintenant, je les ai vraiment dans ce projet-là, alors que je n'avais pas vraiment dans les projets d'avant. Il faut être bien accompagné par ses cofondateurs. Faut pas être obsédé par combien de pourcentage de la boîte on obtient ou on a soi-même. Il vaut mieux trouver les bons partenaires, partager avec eux et les cofondateurs ou les partenaires sont essentiels, moi, dans la réussite des projets. Et puis après, il faut se lancer et puis oser. Il n'y a pas d'échec, il y a que on apprend de tous ces échecs. Voilà. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis voilà, c'est de très bons conseils que tu donnes. Si on revient un petit peu justement sur cette transition peut-être de ton parcours de médecin vers ton parcours d'entrepreneur, tu saurais nous dire finalement quelles ont été un peu les grandes étapes? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait que tu t'y es mis à un moment donné et tu t'es dit ça y est, là je me lance? Comment tu as réussi à t'entourer justement? Enfin, je pense que c'est intéressant d'analyser cette période-là aussi avant d'aller plus dans le détail sur ton projet actuel. En fait, en tant que médecin et chercheur, alors moi je suis médecin-chercheur, donc je faisais beaucoup de recherches à l'époque. Enfin, j'ai toujours fait de la recherche depuis que je suis tout jeune. J'ai fait ma thèse de sciences normales sup en même temps que je faisais ma médecine. Et donc il y a deux modèles de pensée. Il y a le médecin classique qui se lève le matin et qui va faire du soin et qui est très bien, parce qu'il faut bien soigner les gens. Et le médecin-chercheur a un autre profil, c'est quelqu'un qui se lève le matin, il a une partie qui est consacrée aux soins, et l'autre partie de son temps est consacrée à trouver des nouvelles choses. Donc il y a une dynamique déjà, une mentalité pour moi qui était qu'est-ce qu'on trouve, comment on change le traitement du cancer de l'ovaire ou qu'est-ce qu'on peut apporter comme données nouvelles, etc. Donc j'avais tous les médecins chercheurs globalement, pas moi tout seulement, on est dans un autre mode de pensée que le médecin classique qui a une activité clinique. On est dans le mode de pensée déjà de R&D. J'ai la chance d'avoir une épouse qui est pas dans le monde médical et qui est dans l'entrepreneuriat, qui a ouvert beaucoup de choses, qui a eu des postes assez élevés. Et donc, j'ai aussi été élevé avec une culture d'entrepreneur autour de moi, que j'observais un petit peu de loin. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un fossé entre le monde académique dans lequel j'étais, qui est consacré à traiter des patients, à faire la recherche, etc., et le monde réel, où les produits sont destinés à un utilisateur. Et je peux donner un exemple. Par exemple, c'est très différent de faire un génome de quelqu'un dans un laboratoire et en tant que recherche. Donc, si tu viens me voir dans mon laboratoire ou tu as un sujet dans une étude et je fais ton génome, et ben,
étudier ça en recherche, c'est quelque chose. Et le jour où, par contre, toi, tu vas me dire, ah, est-ce que tu peux me donner mon info, qu'est-ce que j'en fais? Je dois créer un produit. Et donc, il y a un gap énorme qui est la recherche en laboratoire n'a pas les mêmes besoins de satisfaction ou d'excellence. Alors, c'est la même qualité de travail, mais c'est pas le même rendu. C'est-à-dire que Romain, dans un projet de recherche, c'est une ligne dans un Excel ou dans un tableur ou dans une base de données. Par contre, Romain, qui me regarde et qui me dit, ah, c'est quoi mon génome et qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, il faut que je lui délivre un produit. Donc, j'ai pris un peu conscience aux alentours de quand j'avais le début de ma quarantaine que le produit à usage d'un utilisateur est vraiment très différent de ce que je faisais moi en laboratoire de recherche où finalement on a un système un peu en vase clos où tu prouves quelque chose, tes collègues valident ce que tu as prouvé à travers les process de review, etc. Et puis ça s'arrête souvent là, donc tu es en boucle un peu fermée et l'utilisateur il est un peu en dehors de cette. Et donc j'ai voulu donc aussi du coup à l'époque c'était moi j'ai un grand en médecine, je crois qu'on devrait tous avoir notre génome. Un génome aujourd'hui coûte à peu près 300 euros à produire. Je suis effaré que ça ne soit pas complètement démocratisé. On peut prédire tellement de choses. On peut prédire ses risques de développer des maladies cancéreuses. On peut prédire sa réponse à la nutrition, quel type de sport faire, etc., etc. Et puis de plus en plus, on pourra avec les bases de données, l'intelligence artificielle, prédire des comportements complexes, etc. Et donc, la première boîte que j'ai lancée, c'était vraiment comment je peux prendre le génome que je faisais dans mon laboratoire, un peu en boucle fermée, et donner ça à des gens. Et j'ai des patients qui en ont bénéficié. J'ai pas mal de patients cancéraux qui sont des utilisateurs, hein, qui m'ont contacté dans le cadre de l'entreprise et qui ont voulu, qui ont bénéficié de ce truc. Et ensuite, bon, bah, une fois que j'avais fait ces choses-là, bah, j'ai eu envie de me lancer dans un projet beaucoup plus tech. Alors du coup, maintenant, si on en vient un petit peu à ton projet actuel, alors justement, hein, on a bien vu, voilà, tes multiples expériences entrepreneuriales et puis voilà tout ce que tu as pu nous dire sur peut-être certaines limites que tu voyais dans les pratiques de recherche, le fait que tu as aussi vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir à développer des produits. Justement, voilà, est-ce que tu peux nous parler maintenant de SciNFT et ce que vous proposez et quelle est votre vision? Oui, ça NFT est vraiment né de plusieurs choses. La première chose, c'est vraiment comment est-ce qu'on rend la connaissance scientifique ou la création de connaissances complètement ouverte et permanente pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, le savoir humain est pour la partie recherche ou publication exclusivement sur enfin des maisons d'édition privées et donc vraiment un système centralisé où les chercheurs envoient leur leur travail à des journaux qui les publient et donc toi Romain qui n'a pas d'abonnement aux journaux tu n'as pas accès en fait à ce travail à ce savoir et je dirais ça dans la majorité en biologie dans les sciences en fait sociales, etc. C'est très difficile d'avoir accès aux journaux où il faut payer des abonnements qui sont assez colossaux. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème d'accessibilité au savoir. Et moi, depuis que j'ai quitté l'université dans laquelle je travaillais, j'ai pas presque plus accès au savoir humain. Il y a un effort de la part des journaux sous la pression des gens de rendre ce savoir ouvert à travers des programmes d'open access ou d'open source, mais c'est très mineur et c'est le chercheur qui doit payer pour que les gens aient accès à sa recherche. Ça, c'est vraiment le premier problème qu'on a identifié. Et le deuxième problème, c'est que les gens qui produisent le savoir ne récupèrent pas le bénéfice de la diffusion de ce savoir. Alors, indirectement, oui, ils peuvent obtenir des bourses, des choses comme ça, mais aujourd'hui, les maisons d'édition font des marges qui sont supérieures à Google et à Amazon, par exemple, ou Apple. Parce qu'en fait, ils payent pas pour la production du savoir, qui est la partie la plus chère, évidemment, aussi, de cette histoire. Publier, mettre un PDF en forme, un peu des process éditorial, c'est ni high-tech, ni un coût élevé. Et donc ça, c'était les deux constats, c'est que le savoir est pas vraiment accessible aux gens et que les gens qui produisent le savoir ne récupèrent pas de retour sur investissement, que ça soit les chercheurs, les institutions, etc. Un des problèmes, et il y a un troisième truc qui a apparu un peu plus tard, c'est que euh, aujourd'hui, on est un petit peu enquisté dans des formes ou ankylosé dans des formes très statiques de savoir, c'est-à-dire qu'une publication scientifique, en tout cas en biologie, ou en physique, ou en maths, enfin dans les sciences que je connais moi, ou en sciences sociales,
c'est un produit très abouti, c'est-à-dire c'est 2-3 ans de travail pour des gros papiers, etc. Où on va se un petit peu en secret. Quand vous allez à un congrès, faites attention à ce que vous montrez parce que quelqu'un pourrait vous piquer votre idée. Donc, et après on publie une grosse histoire parce qu'en fait l'idée c'est d'avoir un papier avec un impact élevé ou en tout cas dans une revue prestigieuse qui vous permet d'avoir des bourses. Et donc on se rend bien compte d'un truc en fait qu'il y a un système excessivement compétitif qui s'est mis en place et ce système compétitif conduit finalement à une très grande masse de savoir à ne pas être diffusé. Ça, c'est par exemple, tu fais une expérience dans un laboratoire ou en maths, en physique, peu importe, tu as une hypothèse, tu travailles dessus, tu trouves rien, eh ben ça, il n'y a pas d'audience pour ça. Pourtant, ça, c'est une donnée qui est aussi importante que de trouver quelque chose de positif, puisque peut-être que quelqu'un d'autre va essayer de faire la même chose que toi avec quelques mois de décalage, et donc d'un point de vue global pour l'humanité, c'est une perte de ressources de ne pas communiquer les résultats négatifs ou les hypothèses invalidées. Or, il n'y a pas d'audience pour ça. Il y a énormément moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière où je me suis rendu compte que, euh, en fait, je travaillais sur un truc, mais quelqu'un d'autre travaillait exactement sur la même chose. Et donc, voilà. Donc ça, tout ça fait que c'est un troisième pan, je dirais, de problème qu'on peut identifier, c'est que la communication est pas très dynamique et puis adaptée au monde d'aujourd'hui où en 2 minutes, on pourrait mettre quelque chose sur les réseaux sociaux. Je suis en train de faire telle expérience, ça fait 3 fois que j'ai fait, ça marche pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, j'avais vu exploser les NFT dans l'art. Et parce que j'ai quelques copains galéristes, artistes, etc. J'ai vu l'arrivée des NFT en art. Et je faisais un jogging, je cours beaucoup et c'est des moments un peu méditatifs où les idées se mettent en place. J'ai commencé à avoir cette idée entre qu'une production de savoir, une production de contenu, donc ce que tu fais par exemple, ce podcast, c'est pas très différent du travail d'un artiste en fait finalement. C'est un créateur qui a une idée et qui va mettre un process pour arriver à une œuvre quelque part, et que ça soit un dessin d'un singe ou un podcast ou un dessin sur un bout de mouchoir sur une table qui exprime une idée ou un papier, c'est vraiment la même chose. On a le même processus avec un créateur, euh, un processus de création et un résultat final. Et donc on s'est dit, donc je me suis dit, cette technologie, elle permet deux choses. Elle permet en fait de garantir de façon très forte qui a fait quand les choses et quand. Donc il y a une espèce de source de vérité, enfin un peu un registre de vérité. Et puis elle permet donc le partage à travers le partage, puisque on peut partager un NFT, l'envoyer. Donc elle permet, comme le NFT peut avoir les systèmes de royalties et smart contracts, etc. Dedans, ça va permettre de diffuser un savoir. Ça va permettre de créer de la valeur pour le créateur. Et donc, c'est par le NFT que je suis rentré dans ce projet, et pas tellement par la blockchain et le Web3. Et donc ensuite, une fois que j'ai vu ce que faisait le NFT, je me suis intéressé un peu à la techno Web3 dans sa globalité, et je me suis rendu compte que finalement, ça cochait un peu toutes les cases, puisque la blockchain permet de mettre un système décentralisé en place où c'est le créateur qui décide quand son contenu est publié à partir du moment où il appuie sur Submit, c'est publié. Et chez nous, tout le storage se fait en décentralisé sur IPFS, donc c'est pas nous qui storons les assets du savoir. Et donc, si l'entreprise ne dure pas dans le temps, tous les assets qui auront été sauvés via sa NFT seront toujours en permanence disponibles, etc. Donc ça, c'est la première chose. Je me suis rendu compte que on coche la case décentralisation et accès permanent et ouvert à tous, que le NFT permettait le retour de valeur, et surtout que la blockchain, avec des soumissions qui sont très peu coûteuses, hein, puisque le minter un NFT, c'est de l'ordre de dizaines de dollars maximum, ça dépend de la blockchain, va permettre de partager beaucoup plus de choses, donc de créer quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et donc la vision de Saint NFT a été un système décentralisé pour le partage du savoir, où c'est l'auteur lui-même qui décide quand son savoir est vu. L'utilisation de NFT qui permettent de de vérifier qui a fait le travail, quand, etc. Et donc de plus ou moins supplémenter tout ce qui est brevet, déclaration
intéressant d'invention, puisque finalement, on sait qu'à long terme, le NFT sera probablement le modèle idéal pour ça. Et la troisième chose, quelque chose de beaucoup plus dynamique que ce qui existe aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé donc dans ce projet. Et j'ai eu la chance d'avoir immédiatement de- un très bon fonds d'investissement qui est Future Venture, qui est dirigé par Steve Jurvetson, qui est un très grand fan de science qui a soutenu le projet, et puis deux, trois autres investisseurs qui sont vraiment des gens qui sont des amis personnels d'une part, et donc c'est pour ça que je parlais du réseau, c'est très important, hein. Le réseau est très important, et deux qui sont des gens que je respecte beaucoup parce que aucun d'eux ne me demande de gagner de l'argent. Ils me disent construis un projet qui est utile pour l'humanité. Et à partir du moment où ton projet est utile, et ben gagner de l'argent ou créer de la valeur, plutôt, je pense que c'est plutôt mieux de parler comme ça, et viendra tout seul. Et ça aussi, je pense que c'est pas un conseil, hein, parce que je veux pas du tout, moi je suis pas encore en position de donner des conseils, comme les entrepreneurs ils font tout sur TikTok, mais je pense que il faut vraiment être focalisé sur créer des choses utiles. À partir du moment où il y a quelque chose d'utile, des gens en ont besoin et vont l'utiliser, elle reste suit un petit peu logiquement. Il faut pas être focalisé par gagner de l'argent. Ça, c'est pas la bonne direction. Merci beaucoup du coup, hein, j'aime beaucoup votre vision et je trouve que c'est un super cas d'usage du coup de la blockchain et des NFT. Si je me place aujourd'hui comme un créateur de contenu scientifique finalement, un labo de recherche, comment ça va se passer demain si j'utilise votre solution? Globalement, je mint un NFT, c'est ça qui va contenir le travail de Euh, recherche? enfin, le processus complet est un peu différent. Déjà, ça NFT est construit comme un réseau social et pas une maison d'édition. Romain a son profil et d'ailleurs, les profils sont déjà euh, live. Donc, tu crées ton profil. Romain Millon a son profil en tant que scientifique ou créateur de contenu. Et ce profil, il va être validé. Tu peux avoir un niveau expert ou key opinion leader. Et l'idée de faire des profils, c'est que on veut favoriser la communication d'une part, et la deuxième chose qu'on voudrait faire, euh, c'est que demain, un des problèmes que SciNFT va rencontrer, comme toutes les plateformes de partage du savoir, c'est qu'est-ce qui est de la bonne science, la qualité. Et l'idée d'avoir un peu des gens qui sont vérifiés, des gens qui sont experts ou des gens qui sont key opinion leaders, c'est que si tu vois une donnée ou un papier que tous les key opinion leaders du domaine ont dit que ce papier était bien, eh ben, c'est une espèce de validation immédiate, si tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, hein. Et donc ça, c'est l'idée de créer un profil, c'est que tu es public. Et ça, c'est la seule différence qu'il y a probablement avec le Web 3, c'est que cet aspect-là est pas anonymisé. Donc Romain, tout le monde sait qui c'est sur sa NFT, etc. Tu peux aussi créer un deuxième profil anonyme que tu demandes pas à être validé si tu vas avoir des interactions avec des gens sous forme anonyme aussi. Donc c'est pas du tout un quelque chose qui est interdit d'avoir deux profils, peut-être un de collectionneur et puis un qui est vraiment de producteur. Et donc, une fois que tu as ton profil, sous ce profil-là, tu vas pouvoir créer ton contenu. Donc, ça peut être un article ou pas. Donc, tu vas mettre un titre. C'est assez classique, hein, c'est vraiment un process de soumission classique. Donc, tu vas mettre un titre, une description. Tu vas uploader des files s'il y en a qui vont être enregistrés immédiatement sur IPFS. Ajouter tes co-auteurs ou tes co-créateurs s'il y en a. Et donc ça a pour intérêt que si on fait un travail collaboratif, tout le monde apparaît. Et ensuite mettre le bénéficiaire. Donc ça peut être le bénéficiaire, ça peut être ton institution, ton université, le promoteur de l'étude, etc. Et puis ensuite on a permis aussi de mettre un petit cover picture pour le côté un peu artistique et l'idée c'est aussi de donner aux gens la capacité avec une figure ou une photo d'exprimer un peu leur travail. Et ensuite tu vas minter le NFT. Et donc le NFT sera minté, on a choisi Avalanche comme blockchain. Et une fois que tu as minté ce NFT, il devient live pour l'intégralité du réseau. Et donc là, tout le monde peut regarder ce que tu as publié et downloader tes files que tu as mis sur IPFS. Et, et ensuite, tu peux décider que ce NFT sera sur une marketplace avec des interactions de type achat, vente ou collection, etc. Ou tu peux décider de le laisser sans entrer dans la marketplace. À ce moment-là, c'est juste du partage open source.
Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui finalement avec SciNFT vous permettez on va dire à des investisseurs de devenir finalement collectionneurs de contenu scientifique parce que jusqu'à présent je pense que c'est pas vraiment possible de collectionner on va dire du contenu scientifique. Alors, c'est une super question. Je pense qu'à long terme, on aura trois ou quatre user cases. Le premier, je suis un scientifique, je mets ma recherche là pour la communiquer, je la mets sur la marketplace et bon, un NFT unique hein, de ma recherche. Et tu as quelqu'un qui aime ma recherche, qui l'achète et ça monte son support globalement. Et puis quelqu'un d'autre l'aime un peu plus et au-delà de l'aspect financier, puisqu'il n'y a pas du tout de spéculation, je veux pas qu'on ait de spéculation sur le token chez nous. En tant que scientifique, ça me donne un index de token. Je vais dire, ah bah, j'ai mis mon papier, il a été tout de suite collectionné par quelqu'un qui adore ce type de science. Il y a des fans de science de la même façon qu'il y a des fans d'art. Hein. Et moi, j'étais étonné de rencontrer des gens qui collectionnent des bouts de météorites, des originaux d'articles qui ont été publiés. Il y a énormément des bouquins d'anatomie il y a très longtemps. Donc, il y a des collectionneurs de sciences aussi. Ça, c'est vraiment le premier use case qui est, comme tu dis, vraiment le collectionneur pour quelqu'un. Le deuxième use case, et c'est là qu'on rentre dans les choses un peu plus intéressantes, c'est j'ai un projet où je viens de publier un papier où j'ai une donnée et je levais de l'argent et je levais pour avancer ma recherche. Et à ce moment-là, je vais mettre mon projet ou ce que j'ai fait ou mon idée sous forme de NFT. Et plutôt que de créer un NFT, je vais en créer 1000 que je vais vendre par exemple à 100 euros. Et un bon exemple est par exemple le cancer du sein. Hein. Et on peut imaginer que bah, j'ai un projet sur le cancer du sein, donc et je testais quelque chose et donc je crée 1000 NFT à 100 euros avec la promesse de réaliser quelque chose. Et là, je peux avoir 1000 personnes d'une communauté, alors des médecins, des cliniciens, des patients, des familles de patients qui sont concernés par ce sujet et par cette problématique de recherche, qui m'achètent mon NFT aussi à but de collection hein, pour eux, et surtout de soutien. Et donc, on crée une première plateforme qui permet de faire du crowdfunding en recherche et en direct pour le laboratoire et sans passer par une association qui va être ensuite celle qui va être responsable de la distribution, etc., etc. Donc là, on parle vraiment de crowdfunding et d'une interaction peer-to-peer entre l'utilisateur ou celui qui a envie de soutenir la recherche et le chercheur. Le troisième user case, c'est euh, je mets en vente, donc je mets en vente mon NFT, donc ça peut être le copyright par exemple. Je peux dire, je viens de sortir ce papier, tout le monde peut le voir, mais si un journal, tel les journaux qui existent aujourd'hui veulent le publier en exclusivité, ils peuvent très bien m'acheter le copyright et ça permet d'inverser le rapport de force entre les chercheurs et les journaux parce qu'aujourd'hui c'est les chercheurs qui payent pour être publiés et demain on peut très bien penser que le NFT est un moyen de revendre le copyright d'un travail et que les journaux, si tous les gens jouaient le jeu, n'auraient pas le choix parce que sinon ils seraient vides. Donc ils devront payer finalement les auteurs pour récupérer, etc. Ce qui me permet peut-être aussi moi d'investir, de devenir investisseur, puisque Romain peut faire un papier. Moi, je sais que Romain, il a toujours des bonnes publications. Si je l'achète avant que le journal l'achète, et c'est moi qui le revends en faisant une marge. Donc ça peut très bien être aussi un endroit où les gens commencent à investir sur des équipes, à investir sur des chercheurs. Donc on peut voir le chercheur qui devient un asset en fait, ou le laboratoire qui devient un asset. Et la dernière framework ou modèle que je pense qui va se développer, c'est que le NFT va devenir la façon qu'ont les laboratoires ou les chercheurs de communiquer leur potentiel à invention ou leur potentiel brevet. Parce que par exemple aujourd'hui, on a eu des discussions avec l'école polytechnique à Lausanne. Ils ont des milliers et milliers de brevets dont personne n'est au courant en fait. Il n'y a pas de base de données, les chercheurs ont du mal à communiquer. Et donc, ça va permettre une nouvelle interaction et on n'est pas les seuls là-dessus. Maintenant, il y a un deuxième fonds qui vient de se créer, qui est de mettre les investisseurs en relation très tôt avec les chercheurs, en fait. De devenir un peu une plateforme pour un Angel ou un VC très early, où les gens vont repérer de la recherche très rapidement et ensuite donc interagir soit via le NFT directement, soit en contactant le chercheur et que le NFT ne sert à ce moment-là qu'à communiquer ça. Il y a eu un exemple récent sur ça où je crois que c'est l'université d'Helsinki qui a une très grosse base de données qui leur a permis de d'identifier trois potentiels mécanismes qui pourraient permettre, s'ils étaient traités, de prolonger la vie, c'est des mettre dans les maladies cardiovasculaires.
Et donc, ils n'ont pas mis dans le NFT ce qu'ils ont trouvé. Ils ont juste dit, on a une base de données qui est comme ça. Cette base de données nous a permis de récupérer d'identifier trois mécanismes. Et, euh, et, euh, et celui qui achète le NFT aura la licence exclusive pour développer les médicaments. Et ça a été acheté par VitaDAO, qui est un DAO qui est focalisé sur la longévité. Et donc, qui a fait l'achat. Et évidemment, en recherche, c'est un peu plus compliqué que quand on achète une carte de Bored Ape Club ou d'un truc comme ça. Il y a toute une partie qui sera en vie réelle avec un contact entre les institutions, etc., etc., etc. Donc voilà un peu les frameworks qui vont se développer dans les années qui viennent. Pour être, je sais pas ce que les chercheurs vont préférer. Les chercheurs aujourd'hui, on parle encore à des gens qui sont dans des modèles très anciens et donc il va falloir qu'ils éduquent. Il y a toute la jeune génération qui va un peu plus bouger, mais globalement, je suis pas encore, je sais pas lequel de ces quatre frameworks va être le plus successful, ou en tout cas le plus utilisé. Mais je pense que les NFT, et puis on le voit, hein, il y a de plus en plus de projets qui sortent en sciences et en dessin, euh, vont permettre vraiment d'offrir la capacité aux chercheurs de jouer tous ces domaines. Et puis c'est l'utilisateur qui finira, nous, pas avoir autant d'idées qu'on veut, c'est l'utilisateur qui finira par nous dire c'est ça qui marche, quoi, ou c'est ça dont on a besoin. Alors l'heure tourne, il va falloir voilà, qu'on avance, mais moi j'avais peut-être une dernière question à te poser. Est-ce que peut-être tu peux nous parler des premiers early adopters que vous avez, les premiers partenaires que vous avez pour utiliser la plateforme, et puis du coup sur quelles features vraiment vous vous focalisez sur les prochains mois, voilà, c'est quoi les premières features que vous en demandez vos premiers partenaires? On est très B2B et où on onboard des scientifiques, donc c'est la création du profil pour que les gens puissent être identifiés et vérifiés. Comme ça, on commence vraiment sur des bases cet aspect-là. Euh, la deuxième chose, c'est la création du NFT, donc la capacité de uploader ton contenu et de minter ton NFT, et ensuite d'interagir avec le NFT dans la marketplace. Et au début, il y aura vraiment que ce premier modèle qui sera le modèle de collectionneur. Si tu aimes un NFT, tu l'achètes et puis il vient dans ton portefeuille, etc. Et au début, pour vraiment simplifier les choses et de pouvoir analyser un peu les comportements, ça n'aura pas d'autre valeur que de montrer ton appréciation ou ton envie de collectionner quelque chose. Et donc ça, c'est la première feature qu'on lance avant l'été. Et puis après, on va travailler sur tout l'été sur tout le process de review et de commentaires pour que les gens puissent interagir avec les NFT, donner leur avis, parce que la science, c'est quelque chose où les gens ont besoin d'interagir ensemble. Et puis, je pense qu'on aura l'intégralité des frameworks en fin d'année prochaine. Et puis, surtout, il faut qu'on refasse notre deuxième levée de fonds. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors d'habitude, j'aime bien terminer par cette question, à quoi ressemblerait ton Web3 idéal dans 10 ans? Alors tu nous en as déjà parlé avec la vision que tu as pour ça NFT, mais voilà, si tu arrivais à te projeter un peu d'ici, allez, on va dire une dizaine d'années, ça ressemblerait à quoi peut-être ton Web3 idéal ou on va dire ton Web3 dans le monde scientifique, ce serait quoi finalement cette vision idéale? Je dirais pour les créateurs de contenu, hein, je peux aller même plus loin que le monde scientifique. Je pense pour tous les gens qui sont aujourd'hui euh, sur TikTok, sur YouTube, toute création de contenu. Je pense que le Web3 idéal pour le créateur de contenu, c'est quelque chose où euh, il upload son contenu, il fait vraiment ce qu'il aime, il n'est pas soumis à la pression, etc. Et qu'il a une interaction directe avec sa communauté et qui n'est plus dépendant de la plateforme et de la monétisation publicitaire de la plateforme pour son existence. Et ça, et pour son retour sur valeur. Euh, et ça, je le vis personnellement parce que mon fils est influenceur outdoor sur TikTok. Il a un succès fou. TikTok lui reverse quelque chose dans le cadre de leur programme de créateurs et je trouve ça déjà exceptionnel. Donc je dis pas que c'est négatif, mais aujourd'hui je trouve que les créateurs de contenu, quel qu'il soit un scientifique, éducationnel comme toi, etc. Euh, on devient dépendant de plateformes et de revenus publicitaires pour vivre en fait. Il y a que la création qui fait avancer l'humanité, hein, sinon on serait encore en train de chasser, ramasser des petites baies dans la forêt. Je pense que le Web3 va permettre de peer-to-peer interaction et, euh, et quelque part, comme on dit souvent, hein, quand on paye rien, c'est qu'on est le produit. Et je pense aujourd'hui que demain,
si le Web3 peut permettre aux gens d'avoir une vraie interaction transparente, et c'est ça aussi qui permet, c'est la transparence du Web3 qui est assez impressionnante, et en direct, ça serait ça pour moi: créateur de contenu, publier immédiatement, très peu de censure du coup puisque c'est décentralisé, et une interaction directe avec sa communauté et son audience, une vraie création de valeur à travers cette interaction. Bah, merci beaucoup pour le partage de ta vision et puis bah, merci beaucoup pour ton temps pour cet épisode. Je pense que c'est un des épisodes sur lequel, à mon avis, on a pris le plus de recul sur voilà je pense le Web3 sur une industrie qui est celle, enfin je sais pas si on peut parler d'industrie, mais en tout cas celle de la recherche scientifique et comment justement le Web3 peut y contribuer et y apporter beaucoup de valeur. Donc voilà, merci et bravo pour votre vision et puis je vous souhaite beaucoup de succès pour Sai NFT. Et Merci puis Romain. je te laisse le mot de la fin, voilà, si tu veux conclure ou dire un petit mot aux auditeurs. Merci déjà de ce que tu fais et de m'avoir contacté. Je suis très heureux, et puis tous les auditeurs intéressés peuvent me contacter évidemment en perso, et puis euh, j'espère peut-être dans 6 mois, un an, pour un update de ce projet. Écoute, ouais, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse bientôt, des updates des premiers invités, voilà, et des suivants voilà, pour savoir où ils en sont dans leur projet, peut-être Mm. sur des formats plus courts, mais ouais, c'est une idée intéressante que je vais creuser, je pense. Ouais, je pense que ça serait super. Ok. Bah écoute, je te dis à bientôt, Ciao, Arash. ciao. Salut. Merci pour tout. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.